Celsius dans l'impasse. On se rappelle que l'entreprise Celsius avait bloqué les fonds de ses clients pour pouvoir restructurer son entreprise. L'objectif, c'était de faire un nouveau tour de table de la part de ses anciens investisseurs pour réinjecter des liquidités. Apparemment, on apprend dans certains articles du journal du coin que les premiers investisseurs qui avaient participé à un tour de table de 400 millions de dollars en octobre 2021 se tiendraient à l'écart de l'entreprise. On avait notamment des investisseurs privés comme la Caisse des dépôts et placements du Québec, donc c'est les fonds de pension canadiens. On a aussi un fonds d'investissement West d'un ancien dirigeant d'Airbnb et ces anciens investisseurs ne souhaitent pas remettre un billet dans Celsius. Donc ça va être très compliqué pour Celsius qui d'un côté donc a gelé les retraits de ses clients. Ce gel, il a été attaqué en justice dans de nombreux pays, donc il ne pourra pas tenir indéfiniment ce gel des actifs. Les anciens investisseurs sont en train de lui tourner le dos. Et le troisième scénario évoqué par les membres de Celsius, ce serait le retour du Bitcoin à 30 000 dollars qui leur referait beaucoup de bien. Mais pour l'instant, on a le Bitcoin qui a chuté ce week-end à 17 000 dollars. Donc le scénario d'un retour à 30 000 dollars est beaucoup moins plausible qu'un éventuel retour au niveau des 12 000 dollars d'après le journal du coin. Moi, d'après mon analyse technique, ce serait plutôt autour des 15 000 dollars, voire des 14 000 dollars. En tout cas, on voit que Celsius est clairement dans une impasse et que l'entreprise se rapproche de plus en plus de la restructuration. Allez, on est dans le marché baissier, d'autres nouvelles assez négatives avec la recherche Bitcoin Dead sur Google qui atteint de nouveaux hauts historiques. On a énormément de particuliers qui se demandent si c'est bien la fin du Bitcoin. Donc on voit qu'on est à 100 sur Google. La dernière fois qu'on était sur ces niveaux, c'était en décembre 2017, juste avant la grosse correction. Donc d'après les stats Google, il est tout à fait possible que ça descende à nouveau quand on a des stats comme celui-ci des Bitcoin is dead sur Google de la part de particuliers. En général, ça sent plutôt mauvais. Comme si ça ne suffisait pas, on a un fonds d'investissement spécialisé dans les ETF très connu qui s'appelle ProShares qui vient de sortir un ETF qui permettra de shorter le Bitcoin, c'est-à-dire de vendre à découvert. On a de nombreux ETF Bitcoin qui se font refuser par le régulateur américain, mais là c'est un ETF short. C'est-à-dire qu'en l'achetant, vous allez vendre à découvert du Bitcoin. Et étonnamment, cet ETF est accepté par le régulateur américain. On voit très bien de quel côté ils sont. On a des dizaines d'ETF longues, c'est-à-dire acheteurs qui sont refusés. Et là, on a avec ProShares cet ETF short qui est accepté dès la première demande. Donc ça va être de plus en plus compliqué de la part du régulateur américain de se placer du côté de la protection des investisseurs parce qu'on a de nombreux petits porteurs qui ont du Bitcoin et on voit qu'ils acceptent ces ETF vendeurs sur de tels actifs. Un article de Coindesk qui nous explique que l'hiver des crypto-monnaies est ici, que les faibles vont mourir mais que les forts vont justement manger leurs os, vont se renforcer. On a déjà de la part des investisseurs énormément de crypto-monnaies qu'on appelle altcoins qui sont en train de mourir, qui sont à moins 95, moins 99%. Ça va permettre de réorienter des fonds vers tout ce qui est beaucoup plus solide. Bitcoin, Ethereum, en tout cas les crypto-monnaies qui vont résister à ce marché baissier qui va sûrement être l'un des plus compliqués de l'histoire des crypto-monnaies seront largement renforcées par la suite quand les fonds reviendront. Du côté des stablecoins, on a toujours un USDD qui est sorti il y a quelques semaines, qui a déjà un problème de parité avec le dollar. On se rappelle, ils se réjouissaient de la mort de l'UST Terra. Ils ont utilisé quasiment le même mécanisme avec un stablecoin algorithmique, avec des rendements encore plus importants. UST c'était 20%, USDD il proposait 40% annuel, donc ça a attiré énormément de personnes avec du levier qui ont peu d'argent et évidemment quand on a eu les premiers retraits, ça a déjà été très compliqué de la part de Tron pour avoir un peg avec le dollar, donc on a déjà l'USD qui se dépègue et qui devrait connaître un scénario à la Terra, mais en beaucoup plus rapidement, ça pourrait arriver en quelques semaines, ce serait clairement le stablecoin le plus rapide à faire faillite. On va clairement battre un record avec cet USDD dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, je le sens. Allez, on a des nouvelles aussi positives, avec notamment un partenariat européen, on en parle peu, mais c'est très intéressant ce qui est en train de se passer du côté européen, avec un partenariat entre 27 pays pour une blockchain basée sur des services au profit des citoyens de la société
et de l'économie. Concrètement, qu'est-ce que ça implique? Ça va être une blockchain qui peut être utilisée par des administrations publiques pour éviter la fraude, pour améliorer la vérification de l'authenticité des données. Il faut savoir qu'une blockchain, c'est avant tout un registre public qui permet aussi de faire des échanges d'informations. Donc ça permettra à la fois de faciliter les échanges d'informations entre les particuliers et les administrations publiques, mais aussi les entreprises et les agences gouvernementales. Donc c'est un nouveau service qui vient d'être sorti, on appelle cela l'infrastructure européenne de services de blockchain. On tape souvent sur l'Europe quand il s'agit de régulation pour demander toujours plus d'impositions, pour imposer de nouvelles procédures très bureaucratiques. Là, on va plutôt dans le sens de la simplification, de la transparence vis-à-vis des administrations publiques. Donc c'est quelque chose de très positif, cette blockchain européenne. On n'a pas que du négatif évidemment, on a d'autres nouvelles positives avec cet article du Cointelegraph qui nous explique qu'on a tout de même plus de 50% des adresses Bitcoin qui sont toujours en profit. Donc on a des personnes qui ont acheté avant ces 20 000 $ qui sont toujours dans le positif. Donc quand on voit dans les médias des témoignages de victimes professionnelles qui nous expliquent qu'ils ont tout perdu à cause des crypto-monnaies, eh bien c'est de leur faute. Il faut savoir que la plupart des gens qui ont une adresse Bitcoin sont gagnantes. Après, certains préfèrent acheter quand tout le monde en parle, quand on en parle dans les médias, quand votre coiffeuse va vous parler du Bitcoin, est-ce qu'il faudrait que j'achète du Bitcoin? Là, voilà, c'est exactement à ce moment-là qu'il faut revendre. Par contre, quand personne n'en veut, quand on a par exemple des nouvelles qui nous disent que Bitcoin Dead, c'est l'une des recherches les plus populaires du réseau de Google, c'est à ce moment-là, quand personne n'en veut, quand tout le monde a peur, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut faire comme une élite d'investisseurs, c'est-à-dire réfléchir, pourquoi pas, à accumuler du Bitcoin ou de l'Ethereum. Ce n'est pas un conseil en investissement, mais en tout cas, il faut se différencier de la foule. Évidemment, garder ces crypto-monnaies sur le long terme. Si vous mettez de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre, à chaque fois que le Bitcoin va perdre 10%, 30%, vous allez revendre et vous allez faire partie des moutons. Donc, on essaie d'avoir un horizon d'investissement assez long, d'acheter peut-être des petits montants réguliers, et ensuite d'enlever cet aspect émotionnel, de garder sur le long terme, et vous ferez partie de ces plus de 50% d'adresses Bitcoin positives. On a les gros fonds aussi, on a BlackRock notamment qui est optimiste sur ses actifs durables. BlackRock, c'est un des plus gros fonds d'investissement au monde, notamment en termes d'ETF, ils ont les ETF iShares, qui nous expliquent que c'est un secteur d'affaires durable, mais qu'il y avait trop d'excès construits autour de ces crypto-monnaies. Donc on a le directeur des investissements de BlackRock, Rick Reader, qui nous explique qu'on avait une grande partie des effets de levier qui étaient construits autour des crypto-monnaies qui sont en train de se défaire rapidement. Ce n'est pas très différent de la bulle Internet. Si vous revenez aux années 99 et 2000, Internet était-il une mauvaise idée? Non, ce n'était pas une mauvaise idée, mais vous aviez créé tellement d'excès autour de lui que vous deviez juste purger cette dynamique. Et je pense que c'est ce que nous voyons aujourd'hui sur les cryptos. Donc il fait un parallèle entre la bulle des années Internet et la bulle crypto actuellement. Si on a la même adoption avec les cryptos qu'on a eu pour Internet, je peux vous dire que ceux qui sont en train d'investir dans le Bitcoin, ceux qui sont en train d'investir dans l'Ethereum actuellement, vont être très très riches dans quelques années. Évidemment, faites vos propres recherches. Ceci n'est pas un conseil en investissement. La prédiction haussière du jour, elle nous vient d'Adam Back, le PDG de Blockstream, qui estime que le prix du Bitcoin montera jusqu'à 100 000 $. Alors, c'est sympa de donner des chiffres comme cela, 100 000 $. C'est tout à fait possible que le Bitcoin monte à 100 000 $. Par contre, là, on n'a pas d'unité de temps, on n'a pas de pronostic dans le temps. Il ne nous dit pas quand ça arrivera. Évidemment que ce genre d'actifs, même l'or, qui ont des quantités finies comme l'or, le Bitcoin, il suffit qu'il y ait une hausse de la demande pour que leur prix augmente. Il est tout à fait normal que peut-être dans 50 ans, dans 100 ans, le prix dépasse les 100 000 $. Même pour l'once d'or, qui actuellement est à 2 000 $, avoir une once d'or à plus de 10 000 $ à la fin du siècle, c'est tout à fait probable. Par contre, est-ce que le Bitcoin atteindra les 100 000 $ d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, il peut s'en passer des choses d'ici là, donc faire ce genre de pari 100 000 $, oui c'est intéressant, mais évidemment on n'a pas de date, donc c'est un petit peu facile, on a compris qu'il est haussier, il a une entreprise dans la blockchain. Moi je n'en doute pas de ce prix à 100 000 $, par contre on verra ce qui se passe dans le futur. Pour l'instant 20 000 $ pour le Bitcoin, et vu les nouvelles macroéconomiques qu'on a actuellement, il est très compliqué de faire ce genre de pari, que ce soit sur des chiffres ou que ce soit sur des années. Pour l'instant tout va tellement vite dans cette inflation, cette possible récession,
qu'il est très compliqué de faire des prévisions. Du côté de Twitter, on a un major qui nous explique qu'après une proposition de rachat des actifs à la plateforme Celsius, Nexo, qui est une autre entreprise de finances centralisée, continue ses mises à jour avec l'intégration de ce renard à tête orange, donc de MetaMask, pour faciliter l'envoi de ses fonds sur sa plateforme, même s'il n'apprécie pas avoir des fonds sur un centralized exchange, ce qu'on appelle un échangeur centralisé. C'est une mise à jour qui est intéressante d'avoir MetaMask dans Nexo. Ce n'est pas, moi, des solutions que j'utilise plutôt des solutions décentralisées, mais il faut savoir que dans ces échangeurs centralisés, Nexo est l'un des gagnants pour l'instant avec Swissborg. C'est des entreprises qui ont été beaucoup plus conservatrices dans leur gestion et qui semblent sortir vraiment la tête haute de ces crises et qui vont d'ailleurs racheter une partie, soit des positions des perdants comme Celsius, soit prendre une bonne partie de leurs clients. On a aussi le Bitcoin Magazine qui nous explique que le nouveau président de la Colombie est un fervent supporter de Bitcoin. Il nous explique que cela retire du pouvoir des banques et c'est quelque chose qui peut être très démocratique, forcément d'avoir moins de pouvoir concentré dans ces banques centrales, peut-être dans ces banques privées également. Donc on a des choses intéressantes qui se passent du côté de l'Amérique du Sud. On a, il faut le dire, qu'on a quand même des pays qui sont à la fois très endettés, qui sont dans des spirales inflationnistes, et souvent avec beaucoup de corruption. Donc avoir des blockchains qui sont transparentes, avoir une monnaie qui ne peut pas être imprimée à foison, c'est des choses qui peuvent être intéressantes vraiment pour ces pays d'Amérique du Sud qui ont aussi été maltraités par à la fois le FMI, par aussi les États-Unis. L'Europe est clairement en train d'avoir une trajectoire digne d'un pays d'Amérique du Sud, que ce soit en Argentine, en Colombie, avec énormément de dettes, beaucoup d'inflation, des pays qui vont être très compliqués à gouverner dans les années à venir. Donc il est possible que par la suite, les gouvernements d'Amérique du Sud soient des visionnaires et qu'ensuite on utilise ce genre d'outils comme des blockchains, des crypto-monnaies aussi comme moyen de paiement. Donc bravo à eux, bravo à la Colombie et à son nouveau président. Au niveau du Fear and Greed Index, on est toujours à 9, extrême peur, ce n'est pas remonté. On voit que voilà, c'est dans ces moments-là, peut-être qu'il faut se poser les bonnes questions. Tout le monde a peur, personne ne veut acheter. Est-ce que moi, je suis prêt à mettre un petit peu d'argent dans ces crypto-monnaies si vous y croyez? Ça peut être une question à vous poser. Sur les dernières 24 heures, on a un petit rebond haussier. Donc Bitcoin 2,7%, 1,3% sur Ethereum, 3,7% pour BNB, Cardano 0,4%, 1,3% pour XRP, Solana 4,9% et Polkadot plus 1,5%. À noter qu'on a quand même un beau rebond sur 7 jours sur Solana, quand même à 33% de hausse. Sur Solana, on va voir ce que ça dit avec un peu plus de recul. Donc sur Solana, sur un an, on est quand même à 5,5% de hausse. On est en positif, on a perdu que 26% sur les 30 derniers jours. Très intéressant, Solana. Même si la blockchain est souvent arrêtée, on a quand même des projets hyper intéressants, que ce soit sur les NFT. On a des interfaces qui sont hyper intéressantes, des frais très faibles. Donc Solana, qui peut être l'un des projets qui va survivre à ce marché baissier et qui peut être l'un des grands gagnants du prochain marché aussi. Du côté des secteurs, on a un secteur qui est en grosse hausse, c'est le secteur des méta-gouvernances. Alors on n'a que 3 monnaies qui sont listées sur CoinGecko, mais c'est un secteur que je vous invite à suivre. Le secteur des DAO de Metaverse, ce sont des organisations autonomes décentralisées qui vont, en échange de quelques crypto-monnaies stakées dans leur blockchain, vous permettre de voter sur différents sujets, de vous investir dans des communautés de métaverse. Et c'est clairement l'un des marchés qui est en pleine hausse, malgré ce crash très généralisé sur les crypto-monnaies. C'est un secteur qu'il faut suivre de près, la méta-gouvernance. Allez, on revient à notre Bitcoin qui s'est posé littéralement sur les 20 000. C'est ce qui s'était passé quand on était retombé aussi sur les 30 000. On s'était reposé quelques temps, pendant même plusieurs semaines, du 10 mai au quasiment 9 juin, donc ça fait quasiment un mois de surplace. Il est tout à fait possible qu'on refasse pareil sur le Bitcoin. On est redescendu d'un coup. Ce qu'il faut regarder, j'insiste à chaque fois, c'est ces fameuses bougies hebdomadaires. Regardez, quand on a des grosses bougies bien remplies qui clôturent en dessous des niveaux décisifs, donc là 30 000, 20 000, on a les 15 000 juste là, quand ça arrive, c'est très baissier et on descend en général d'un seul coup. C'est ce qui s'est passé. Voilà pourquoi à chaque fois j'insistais sur la clôture hebdomadaire. Là vous voyez qu'on on a une clôture hebdomadaire juste en dessous, mais là c'est un doji. Il nous faut des bougies qui soient vraiment bien remplies. Regardez, celle-ci est magnifique. On est redescendu directement sur le niveau par-dessous. Donc là pour l'instant, je pense que dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, on va avoir une temporisation latérale sur les crypto-monnaies autour des 20 000. Donc on devrait avoir un range qui va se former entre 21 000 et 17 800. C'est tout à fait possible pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ethereum, c'est pareil. On avait fait une petite consolidation, on a cassé
ce niveau des 1500. Il faut prendre un petit peu de plus de recul sur Ethereum. Donc sur Ethereum, les niveaux qu'on a cassés, c'était ceci. Le dernier point haut de janvier 2018. Donc on l'a cassé, regardez, avec une belle bougie, vraiment très nette comme cassure en hebdomadaire. On est retombé directement sur le niveau suivant qui datait du 23 avril 2018. On a tapé, on a rebondi un petit peu récemment. Mais pour l'instant, pareil, à mon avis, le niveau va être très solide. On va consolider pendant un certain moment, pendant un bon petit moment. Et ensuite, le prochain niveau, si on venait à continuer cette baisse, pour moi, sur Ethereum, ce serait les 500 qui correspondent à ce niveau d'août 2020. On a quand même la moyenne mobile 200 qui est ici et qui sert de support intermédiaire. Mais pour l'instant, mon scénario, c'est plutôt une consolidation jusqu'à la fin du mois, voire même peut-être cet été. On sait que l'été, en général, on a moins de volume, on a moins d'activité. Donc ça devrait clairement faire tampon cet été. Le marché des NFT qui se relève un petit peu, on est à 56, ça fait plusieurs semaines qu'on était en dessous des 56. On a toujours moins d'acheteurs que de vendeurs, mais on voit les blue chips et les grosses collections qui ont repris pas mal de force sur les 7 derniers jours, que ce soit en Ether ou en dollars. Ça reprend depuis le 18, ça fait 3 jours que ça reprend depuis le début de semaine. On a certaines collections, notamment les plus connues, que ce soit Bored Ape Yacht Club, on a les CryptoPunks, on a en gros toutes les grosses collections avec du volume qui sont en train de repartir. Il faut savoir qu'on a quand même fait une sacrée chute depuis début avril. Ça fait quasiment 2 mois de baisse. On a quasiment connu une baisse de 50% en dollars de la valeur des principales collections NFT. Donc il est tout à fait normal que ça reprenne après avoir tapé des niveaux si bas. Du côté des marchés US, on a des déclarations un petit peu plus optimistes concernant la récession. Tout le monde pense qu'on va entrer en récession, cette fameuse contraction de l'économie. On a un mantra qui est répété, que ce soit par le président de la Fed, par aussi le président des États-Unis, Joe Biden, qui explique qu'une récession n'est pas inévitable. Donc une récession est tout à fait probable, mais ce n'est pas inévitable d'après Biden et d'après Jerome Powell, le président de la Fed. Donc peut-être un petit soulagement de la part des marchés. Pour l'instant, on va attendre surtout certaines statistiques qu'on va voir juste après. On a cet article de TradingStat qui nous explique que les marchés sont en train d'intégrer que les banques centrales feront tout pour contrer l'inflation, quel qu'en soit le prix pour l'économie. Donc les marchés pourraient être rassurés par justement ce combat des banques centrales contre l'inflation. On a un léger rebond sur le CAC 40. Pour l'instant, on a vraiment cassé des zones très importantes sur le CAC 40. Donc je pense qu'à court terme, on pourrait redescendre sur les 5747 qui correspondent à ce niveau du 7 mars 2022. Ce qui va être important, ça va être l'inflation. C'est super, on a beaucoup d'articles qui nous expliquent que les marchés commencent à s'habituer au fait que les banques centrales vont tout faire pour lutter contre l'inflation, que les banques centrales peuvent contrôler l'inflation. Ce n'est pas encore gagné, Il faut savoir que pour l'instant, l'inflation accélère toujours. Non seulement on est dans une grosse période d'inflation, mais le rythme accélère. Donc il faudra voir, cette semaine, on aura des chiffres très importants qui vont tomber mercredi. Inflation au Royaume-Uni, inflation au Canada, ça c'est demain. Déclaration de Powell, mercredi également. Jeudi, on aura l'indice PMI, donc c'est l'indice d'activité économique dans le secteur manufacturier. On aura aussi le PMI composite au Royaume-Uni, donc il faut savoir. Donc là, ça va être 2 données très importantes pour savoir si on se rapproche d'une récession. Donc si les indices sont au niveau des attentes ou un petit peu supérieur, c'est plutôt positif pour l'activité économique. Par contre, cette inflation, si elle est supérieure aux prévisions, là on a déjà en rythme annuel, au Royaume-Uni, au rythme annuel, on est déjà à 9,1% de prévision, c'est énorme. En mensuel, Canada, 0,4%, c'est la prévision. Si on est au-dessus, au Royaume-Uni de ces 9,1%, c'est énorme. Vraiment, ça va être une nouvelle très négative pour les marchés. En termes d'activité économique, ça va être suivi également. Vraiment savoir si on se rapproche de la récession ou non. On a aussi l'emploi. C'est vraiment pas l'une des priorités pour l'instant. L'emploi aux États-Unis, l'emploi est très solide. On est quasiment au plein emploi avec à peine plus de 3% de chômeurs aux États-Unis. Donc c'est pas ça qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, c'est tout ce qui est inflation, Royaume-Uni-Canada et également tout ce qui est activité économique avec les indices PMI en Allemagne et au Royaume-Uni ce jeudi. Au niveau des États-Unis, donc là sur les S&P 500, on a une semaine assez compliquée. Regardez, on a cassé des gros niveaux qui correspondaient à ce point bas du 16 mai 2022, une grosse bougie baissière. Hier, c'était férié, donc il va falloir comment se passe l'ouverture dans quelques minutes. Le futur est légèrement haussier, on serait sur une petite hausse de 0,3%
sur le S&P 500. Pour l'instant, il va falloir voir un petit peu les chiffres qu'on a en termes d'activité économique, en termes d'inflation également. Mais pour l'instant, le scénario privilégié, ce serait qu'on reste dans ce niveau, dans ces bornes entre 3800 et ce point très important des 3550 qui correspondent au dernier point haut du 12 octobre 2020. Ensuite, il faut savoir qu'on va avoir quand même un gros niveau de support. On a ce niveau de support avec donc ces 3550 points et on a aussi la moyenne mobile 200, très suivie par les investisseurs en hebdo. Donc pour l'instant, c'est un niveau qui devrait tenir d'ici la fin du mois. Si on venait par contre à casser ces 3550 avec une grosse bougie bien remplie du volume en hebdomadaire, il serait tout à fait possible qu'on retombe sur ces niveaux des 3240 qui correspondent à ces niveaux de mai 2020, juste avant la reprise du Covid. Et ces niveaux correspondraient à l'entrée officielle dans le crack sur le S&P 500, le S&P 500 qui est l'indice de référence de l'économie mondiale. Actuellement, on est quand même sur une baisse de moins 24%, on pourrait retomber assez rapidement sur du moins 26%, mais si on retombe sur ces niveaux, on rentrerait officiellement dans un crack à moins 33%, et ensuite ça peut faire très mal, parce que regardez, en dessous de ces niveaux, c'est vraiment en one shot, il n'y a pas d'autre support, on retomberait sur ces niveaux assez rapidement, ces niveaux de bas de crise du Covid, ça correspondrait à une baisse de 55% sur le S&P 500, c'est le scénario qui pourrait arriver d'ici la fin de l'année. C'est tout à fait possible. Si les investisseurs se rendent compte que les banques centrales n'arrivent pas à maîtriser l'inflation, que l'activité économique est en train de se contracter, ce serait le scénario du pire d'ici la fin de l'année. Ce serait d'atteindre ces niveaux de bas de crise du Covid qu'on avait atteint en mars 2020 et d'être sur une chute de plus de 55% des actions. Je vous laisse imaginer où on en serait au niveau des crypto-monnaies si ce scénario arrivait. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, ce petit point de marché quotidien. Pensez à mettre un like si c'est le cas. Pensez aussi à télécharger la formation, le guide pour investir en période de crise. C'est 1h30 de formation dans laquelle vous allez découvrir comment investir dans les actifs financiers qui profitent de la crise. Allez-y, c'est gratuit pour le moment. Vous avez juste à inscrire votre email pour que je vous envoie cette formation. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous dis à demain pour un prochain point de marché.